Zambe nanga nalikolo kombo nayo yekumama Zambe nanga nalikolo kombo nayo yekuma Zambe nanga Zambe nalikolo kombo nayo ekuma Zambe nanga nalikolo kombo nayo ekumama Nadia yake painayo azonga maboko pamba kombo nayo ekumama likolo ezali evangelo nayo papae kombo nayo ekuma Zambe nalikolo kombo nayo ekuma Zambe nanga nalikolo kombo nayo ekuma Mon Dieu, mon roi, dans les lieux saints, que ton seul nom soit glorifié. Mon Dieu, mon roi, dans les lieux saints, que ton seul nom, Yahweh, soit glorifié. Mon Dieu, mon roi, dans les lieux saints, que ton seul nom soit glorifié. Rakota la main de l'écosse célébrée, Rakatosi amanele, Radalama sous l'écho. Il est tellement merveilleux, il est tellement grand, il est tellement puissant. Il mérite notre louange, il mérite l'adoration de son peuple. Il mérite que ça vienne du cœur ce soir. Il s'agit du cœur ce soir. Alors si tu es disposé ce soir, tu vas recevoir de la part de Dieu. Yekama sula brako, linalama suleko shataya, sopalia leta la kama sulele,
Ribrakama sous les côtés là. Bradala kosatayamane. Libradele zilakama sous les brés. Rapato sitalaka. Sukaliama rakoteleko sataya. Ribradalama sous les côtes. Tu es tellement grand. Dieu est fidèle, fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il est fidèle ce soir. Fidèle dans ses promesses. Fidèle. Fidèle dans sa parole. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, Alinginga. Alinginga. Alinginga mingi. Alinginga. Oh, Yahweh. Alinginga. Mapananga alinginga. Alinginga. Alinganga utabo mwana nanga. Alinginga. Alinginga. Yahweh alinginga. Nous bénissons ta présence ce soir. Adonai, Jéhovah, Shama mama didanida, Iyala mama mama malera. Hey, mama na 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 dida, Shama na na dida, Iyelena. Nous saluons ta présence, admirable conseiller. Nous saluons ta présence, Jéhovah Rapha, Rapha. Nous saluons ta présence, Jéhovah Rapha. Nous saluons ta présence, Jéhovah Rapha, Rapha. Nous saluons ta présence, Jéhovah Jireh. Nous saluons ta présence, Shiloh, Shiloh, Shiloh. Nous saluons ta présence, admirable conseiller. Nous saluons ta présence, le feu dévorant. Nous saluons ta présence, celui qui s'appelle l'ancien des jours. Nous saluons ta présence, celui qui revient bientôt. Nous saluons ta présence, le consolateur divin. Nous saluons ta présence, l'ancien des jours. Nous saluons ta présence, l'alpha et l'oméga. Nous saluons ta présence. Nous saluons ta présence, l'ancien des jours. Nous saluons ta présence, celui qui s'appelle Je suis. Nous saluons ta présence, celui qui revient bientôt. Nous saluons ta présence, celui qui porte nos iniquités. Nous saluons ta présence, celui qui porte nos fardeaux. Nous saluons ta présence, celui qui porte nos fardeaux. Nous saluons ta présence, l'ancien des jours. Nous saluons ta présence, celui qui ne sommeille ni ne dort. Nous saluons ta présence, celui qui connaît nos défis. Nous saluons ta présence, celui qui est compatissant. Nous saluons ta présence, celui qui porte nos fardeaux. Nous saluons ta présence, l'ancien des jours. Nous saluons ta présence, Alpha et Oméga.
Nous saluons ta présence, Jéhovah Rapha. Alléluia. Acclame le Dieu Tout-Puissant. Acclame l'Alpha et l'Oméga. Acclame l'ancien des jours. Acclame celui qui revient bientôt. Acclame celui qui connaît tes besoins. Acclame celui qui connaît tes problèmes. Acclame celui qui sonde les cœurs et les reins. Acclame le Dieu qui a la solution à ta vie. Acclame le Dieu qui a une réponse à tes prières. Acclame celui qui a une réponse à ta prière. Moi, je n'ai pas une réponse à ta prière. Le docteur n'a pas une réponse à ta prière. Mais Jéhovah Rapha a une réponse pour toi. Il a une réponse pour toi ce soir. Il a une réponse pour ta vie ce soir. Il a une réponse pour ta maison ce soir. Il a une réponse pour ta destinée ce soir. Il a une réponse pour tes questionnements ce soir. Il a une réponse pour tes inquiétudes ce soir. Parce qu'il s'appelle Je suis. Parce qu'il s'appelle Je suis. Parce qu'il s'appelle Je suis. Celui qui s'appelle Je suis, c'est celui qui est au courant de tes problèmes avant même que tes problèmes ne t'atteignent. Il est au courant de tes problèmes avant que les problèmes ne se fassent. Il est au courant de tes problèmes avant que les problèmes n'arrivent à toi. Il s'appelle Je suis. Acclame le Je suis ce soir. Il s'appelle Je suis. Lui seul est digne de ton acclamation. Je ne suis pas digne de ton acclamation. Je ne demande même pas ton acclamation. Mais acclame Je suis. Acclame Je suis. Acclame Je suis. Et que tes acclamations déclenchent un miracle dans ta vie. Que tes acclamations déclenchent un miracle dans ta vie. Que tes acclamations déclenchent un miracle dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci Saint-Esprit. Merci Père éternel. Alléluia. Que ton règne vienne et que ta gloire rayonne en ce lieu. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Qui sommes-nous sans toi? Nous ne sommes rien qu'un tas de poussière. Qui sommes-nous, Seigneur, ô Dieu Père, devant ta sainte majesté? Voilà pourquoi, Père, nous reconnaissons ta sainte présence en ce lieu. Et nous te disons merci pour ta présence. Onction de Dieu. Prends la première place. C'est celle-là qui te revient dans nos vies. Prends la première place. C'est celle-là qui te revient en ce lieu. Prends la première place. Sois honoré. Sois glorifié dans le nom de Jésus. Christ de Nazareth, voici ton peuple devant toi. Bénis-le. Ta maison est appelée la maison du trésor. Que chacun en ce lieu reçoive un trésor de toi. Chacun en ce lieu parvienne à se servir, Seigneur, dans ton trésor ce soir. Est-ce que quelqu'un a besoin de mariage? Que cela lui soit accordé dans ce trésor au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un a besoin, Seigneur, d'une visitation divine? Que cela lui soit servi ce soir au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un a besoin de partenariat? Que cela lui soit servi ce soir au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un a besoin d'être compris quelque part? Que cela lui soit servi au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un a besoin d'enfantement? Que cela lui soit servi ce soir au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un a besoin d'un toucher miraculeux comme la femme à la perte de sang? Que cela lui soit accordé ce soir au nom de Jésus. Nous sommes venus dans la maison du trésor. Merci de glorifier le Père et de glorifier le Fils. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Nous disons Amen. Nous disons 3 fois Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors, en ce deuxième jour de notre conférence, je suis très heureuse d'avoir la visite de la fiancée du mentor de Daddy. Maman Olive, que l'Éternel te bénisse et bénisse ta maison. Et je suis très honorée de recevoir le docteur Roselyne, gynécologue, et son équipe avec elle. Docteur, soyez fortement bénis dans le nom de Jésus. Qu'au sortir de ce lieu, que le Seigneur vous dise quelque chose. Et qu'au sortir de ce lieu, que vous recevez une réponse divine. Dans le nom de Jésus, vous et votre équipe. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons recevoir le docteur Roselyne
Sous vos acclamations, docteur. On a souvent tendance à penser au cœur, à la glycémie, aux poumons, au stress aussi. Mais la santé génitale, elle aussi, elle est essentielle. Je vais essayer de lire les quelques mots que j'ai eu à écrire ici, mais j'aimerais qu'à la fin, qu'on ait plus un débat entre nous pour que ça ne soit pas un sujet tabou. La santé génitale, c'est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social lié à la sexualité et non la simple absence de maladie. Je voudrais faire une parenthèse, pasteur, parce que tout à l'heure vous avez dit avec mon équipe, je voudrais dire à tout le monde que mon équipe, ce sont mes enfants. Donc, on va parler de la santé génitale en présence de mes enfants pour que ça ne soit pas aussi un sujet tabou, pour que tout le monde ne soit pas dérogé. La santé génitale implique donc des relations positives, le consentement, l'accès à la contraception, le dépistage des infections sexuellement transmissibles et la possibilité de vivre sa sexualité sans violence. Donc, lorsqu'on parle de la santé génitale, chez la femme, il est question des organes génitaux, de la vulve, du vagin, de l'utérus, des ovaires. Et chez l'homme, il est question du pénis, des testicules et de la prostate. Je suis gynécologue, donc on sera beaucoup plus axé chez la femme. Et pourquoi devons-nous parler de la santé génitale? C'est dans le but de parler des infections, c'est-à-dire la lutte contre les infections sexuellement transmissibles. Le but, c'est la prévention des cancers, parce que le dépistage des cancers du col, tout à l'heure on a parlé de la vulve, du vagin, le dépistage du cancer du col, la vaccination contre le virus qui est à l'origine du cancer du col passe par la santé génitale. La santé reproductive aussi, c'est pour comprendre le cycle, comprendre le choix de la contraception, c'est-à-dire que les méthodes qui empêchent un couple d'avoir une grossesse non désirée et de préparer, bien sûr, une grossesse dans les bonnes conditions. Le concept de santé lié aux organes génitaux et à la sexualité
est généralement divisée en deux groupes. Donc, on a d'abord la santé physique et génitale, qui se concentre sur l'intégrité biologique et le bon fonctionnement des organes. Et ça implique l'absence des maladies. D'où la prévention et le dépistage des infections sexuellement transmissibles et certaines pathologies, comme le cancer du col, qui est aussi une infection transmise par le virus. L'hygiène, les pratiques quotidiennes qui visent à maintenir les organes propres pour éviter les infections, comme les mycoses, les vaginoses. Et la fonction reproductive, c'est donc la capacité à procréer et à vivre une grossesse dans de bonnes conditions. Et le deuxième groupe, c'est la santé sexuelle et reproductive, qui a pour pilier une approche positive avec la possibilité d'avoir des expériences sexuelles épanouissantes, agréables et sûres, exemptes de toute contrainte ou de toute violence. Il y a aussi des droits, le respect de droits en matière de procréation et de sexualité. Et ça, on est dans le choix de la contraception et accès aux soins. Parce que la contraception aussi nous pose problème, puisque on est dans une église, la parole a dit que nous devons nous multiplier. Et ça fait que dans certaines églises où je vais, la contraception, elle est interdite. Mais nous, médecins, nous faisons la promotion de la contraception. Parce que nous pensons que respecter les moments d'avoir des enfants, ça fait du bien non seulement à la mère, mais aussi aux enfants. Bien à la mère parce qu'elle a le temps de se reposer. Ça lui évite des hémorragies parce que quand un utérus travaille trop, il finit par faire une hémorragie de la délivrance, une hémorragie du postpartum. Et ensuite, les enfants, nous devons bien sûr les éduquer. Bien sûr, nous devons en prendre soin. Et s'ils sont trop nombreux, avec la conjoncture actuelle aussi, c'est difficile. Bien que nous savons que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Les piliers d'une bonne santé intime. L'hygiène. Laver la région génitale externe, que ce soit la vulve ou le pénis, une fois par jour avec nos mains et un savon doux à pH physiologique. Là encore, nous n'avons pas tous la possibilité de vérifier que le savon que nous achetons, il est à pH neutre. Parce que normalement, le bon savon, c'est celui qui a un pH qui correspond à l'acidité vaginale. Parce que Dieu nous a créés, je vais faire une parenthèse, parce que pour moi, Dieu, c'est le premier médecin. Il est premier médecin. Vous voyez, si vous voyez le corps, nous avons à l'école étudié le système respiratoire, le système digestif, le système neurologique, tous les systèmes, c'est Dieu qui a créé. Et c'est parce qu'il veut que l'homme arrive à se soigner qu'il nous a appris à connaître le fonctionnement de ces systèmes-là. C'est pour dire que lui, c'est le premier médecin. Et c'est le même médecin qui a créé le système génital. C'est pour ça qu'il est important d'en parler. Parce que lui-même, il a dit que vous êtes le temple de Dieu et qu'il nous souhaite aussi d'être en bonne santé, comme prospère l'état de notre âme. Ça veut dire que si notre système génital est malade, Dieu n'est pas content. Donc c'est lui qui veut qu'on soit en bonne santé, qu'on connaisse notre corps, et c'est le premier médecin. Il est encore le premier médecin parce que c'est quand il a endormi Adam pour créer Ève, il a fait de l'anesthésie. Donc c'est le premier anesthésiste réanimateur. Donc, lorsque nous achetons le savon, si on n'a pas la connaissance, on va prendre toutes sortes de savons. C'est pour ça que quand les livres ils disent
de trouver un savon à pH physiologique, ben, moi je recommande de ne pas utiliser le savon dans nos parties intimes. C'est-à-dire que quand je veux faire le nettoyage, je lave mes mains avec le savon et ensuite la partie intime est nettoyée avec l'eau et mes mains. Parce que le savon a déjà nettoyé les microbes qu'il y a au niveau des mains. Parce que si je vais avec un savon qui ne correspond pas au pH du vagin, je vais détruire l'équilibre qui est déjà là et ça fera que je suis sujette à pouvoir faire une infection. Parce que l'acidité vaginale nous protège, nous les femmes, contre les agressions. Partout où nous passons, dans les toilettes, les seaux que nous utilisons en commun, les douches que nous prenons en commun, il y a toujours des petits microbes qui sont là. Et quand ils arrivent, si notre pH a été dérangé par un savon, bien, nous pouvons faire une infection. Et il faut éviter l'usage des gants de toilette dans nos parties intimes. Les douches vaginales sont proscrites. Ça perturbe la flore naturelle, donc les militaires que Dieu a placés là pour combattre contre les agressions. Dans la protection et le dépistage de certaines infections, l'utilisation des préservatifs reste le moyen le plus efficace pour éviter les infections. Encore que là, on dira à l'église, on ne doit pas utiliser le préservatif parce que c'est mariage, chasteté, mariage, et puis fidélité. Mais bon, je vous parle de la science. Dans les habitudes de vie, aux toilettes, on doit toujours s'essuyer de l'avant vers l'arrière pour éviter la propagation des bactéries digestives vers les voies urinaires et vers le vagin. Ça veut dire que lorsqu'on a fait nos besoins, que ce soit des urines, que ce soit des selles, notre papier ne doit pas partir de l'arrière vers l'avant. Le geste, c'est de partir de l'avant vers l'arrière. Et souvent, on va de l'avant vers l'arrière et puis on a tendance à ramener. Mais lorsque nous faisons ce geste-là, nous prenons ce qui est les microbes qui est dans le tube digestif, donc dans l'anus, qui traînent là, et nous les remontons au niveau du vagin et des urines. C'est pour ça que parfois on retrouve un Escherichia coli au PV, alors que lui, il doit être dans l'anus. On ne devait pas s'asseoir sur la bâton d'un WC utilisé par autrui si on ne s'est pas rassuré de sa propreté. Malheureusement, nous ne passons pas toujours nos journées chez nous à la maison. Nous partageons des toilettes communes. Mais vraiment, on devait s'arranger à avoir une propreté avant d'utiliser les toilettes. Après avoir uriné, il y a la possibilité d'assécher localement la vulve avec un tissu, un papier Kleenex propre, toujours avec le geste d'avant en arrière. C'est la même chose. Dans les habitudes vestimentaires, en parlant de nos vêtements et de nos sous-vêtements, nous devons éviter le port prolongé des vêtements serrés. Les jeans serrés ou des collants, ça favorise les micro-traumatismes par frottement. Avec une transpiration persistante, ça favorise une humidité et la peau, elle devient fragile. Parfois, elle se macère. Et ça fait que dès qu'on est en rencontre, parce que quand on va dans les toilettes, on rencontre des microbes, on peut faire une infection. Et l'idéal, en fait,
pour nous les femmes, c'est de porter des sous-vêtements en coton et non synthétiques. Parce que le coton ne favorise pas la macération dont on a parlé tout à l'heure. Et le coton, il ne garde pas les microbes. Le coton aussi, il ne garde pas la transpiration. Donc l'idéal, c'est d'avoir des sous-vêtements en coton. Pour préserver votre santé intime au quotidien, en termes d'hydratation et d'alimentation, on doit boire suffisamment d'eau. On doit faire de sorte que lorsqu'on constate que nous avons des signes, des symptômes, de pouvoir consulter. On ne doit pas attendre que la maladie s'aggrave. Chaque femme a des pertes qui sont physiologiques, a des sécrétions de façon physiologique, de façon normale et naturelle. Et chaque femme est unique. Et donc, chaque femme connaît la quantité, sinon la qualité de perte qu'elle a. S'il arrive que les pertes deviennent plus abondantes, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. S'il arrive que les pertes deviennent mal colorées, du blanc on passe au jaune, au vert, au noir ou au rouge, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. S'il arrive que nos pertes s'accompagnent des démangeaisons, ça veut dire qu'on a des problèmes. Et si ça accompagnait des douleurs, il y a des problèmes. Ce que nous faisons, quand c'est comme ça, soit on se dirige vers la pharmacie pour dire « j'ai des démangeaisons, je voudrais quelque chose ». Le pharmacien, encore que ce n'est pas un pharmacien, c'est un vendeur en pharmacie, qui malheureusement avec nos conditions du pays ne sont pas toujours des vendeurs de pharmacie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas appris, parce que c'est ma sœur qui n'a pas de boulot et que moi j'ai eu à ouvrir ma pharmacie, ben je vais prendre la sœur, mettre là, écoute, vends. Et quand toi tu viens pour dire que j'ai des démangeaisons, lui il va vendre son médicament. Est-ce que c'est le bon médicament qu'il te vend? Personne ne le sait. On s'auto-médique. Si on n'est pas parti en pharmacie, on va chez les Banamanganga. Surtout eux, ils sont des grands prescripteurs. Entre-temps, la maladie, elle est en train d'évoluer. Parce que malheureusement, on peut avoir une accalmie 2 ou 3 jours, mais après, parfois, ça devient très foudroyant. Il y a aussi la honte. On souffre, mais comme c'est des parties génitales, on a du mal à aller consulter. On garde la maladie en soi et la maladie évolue. Alors que plus tôt on découvre, mieux on soigne. Et si on avait décidé de raser les poils pubiens, encore que là aussi, on doit savoir que les poils du pubis ont un rôle. Le rôle de ces poils-là, c'est de dévier la transpiration. Comme ça, la sueur ne va pas droit vers le vagin. Et ça dévie, ça fait dévier. Mais pour des raisons, je ne sais pas si c'est esthétique, confort ou quoi, la femme a tendance à vouloir se raser. Et donc, si on décide de se raser, il faut laver la vulve, désinfecter, et puis ensuite pratiquer le rasage avec douceur. Et quand on a fini, on désinfecte à nouveau, et puis on met un sous-vêtement propre. Tout ça, c'est pour éviter des infections. Parce qu'on reçoit en consultation beaucoup de femmes qui viennent pour des boutons après rasage. Aujourd'hui, c'est à la mode, les piercings. En médecine, il est défendu de faire du piercing dans la région vulvaire. Toujours dans les piliers d'une bonne santé intime, le bain quotidien.
on doit se laver, mais minimum, on dit 20 minutes. Maximum 2 fois, je parle de la région intime. Hein. Maximum 2 fois, ça veut dire que si on va à la douche 3 ou 4 fois, la partie intime, on la nettoie maximum 2 fois. Parce que les savonnages répétitifs violent et altèrent le film protecteur de l'épiderme. Et quand on a fini de se laver, on doit sécher avec un linge propre. Et le nettoyage de la région clitoridienne doit se faire avec douceur. Il ne faut pas utiliser, comme on a dit tout à l'heure, n'importe quel produit qui sont trop décapants ou des produits antiseptiques quelconques sans avis médical. Il est à la mode actuellement d'utiliser surtout Saforel. Les femmes utilisent ce produit parce qu'il a une bonne odeur. Mais en réalité, c'est un médicament. Il doit être prescrit. Un médicament ne se prend que lorsqu'il a été prescrit. Tant qu'il n'est pas prescrit, on ne l'utilise pas. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin. Pourtant, Dieu, il est bon, il nous fait des économies. La partie intime n'a pas besoin d'antiseptique quand il est en bonne santé. Et on le garde d'ailleurs mieux lorsque nous n'utilisons pas ces antiseptiques-là. Parce que lorsque nous les utilisons, nous créons le déséquilibre et nous aurons souvent des infections à répétition. Chaque fois que j'utilise mon Saforel, je me sens bien. Dès que je l'ai arrêté 2 ou 3 jours, j'ai encore plus de pertes et je veux encore réutiliser et finalement je rentre dans un cercle vicieux. Et certaines femmes utilisent des déodorants qui sont pourtant agressifs et qui provoquent des rougeurs, des démangeaisons. Certaines sont allergiques à ces déodorants. Ça ne sert à rien de mettre des déodorants dans la région génitale. Dans les piliers d'une bonne santé intime, l'accès à la contraception est un droit fondamental. C'est pour prévenir les grossesses non désirées. Nous avons plusieurs méthodes. Il y a des contraceptifs oraux, des comprimés, des pilules. Il y a des contraceptifs injectables. Il y a le stérilet, l'implant. Toutes ces méthodes-là concourent à réguler les naissances. Mais c'est des choses qui rentrent dans la santé génitale. C'est pour éviter des grossesses non désirées. Parce que même si nous sommes à l'église, là c'est un témoignage, nous avons reçu une patiente à l'une des mes gardes, un frère de l'église avec sa femme pourtant mariée. Ils avaient un enfant qui pour eux était en bas âge. La femme a contracté une grossesse. Pour eux, ça ne pouvait pas passer parce que le premier enfant était jeune. Et ils ont décidé de se faire avorter. Ils sont allés dans un cabinet de la place. Le monsieur a fait un curettage. Malheureusement, ça s'est mal passé. Il a rompu l'utérus. Et la dame rentrait à la maison, des douleurs, des saignements. Finalement, il se retrouve à l'hôpital. Malheureusement pour eux, ou heureusement, je ne sais pas, c'est un collègue médecin qui les accompagne, qui vient nous la confier. Docteur, c'est ma soeur de l'église, elle est malade, prenez-en soin. On fait l'échographie, on se rend compte que c'était un tableau qu'il fallait opérer. Nous sommes allés au bloc. C'est donc au bloc qu'on découvre que le monsieur, il avait rompu l'utérus. Nous avons refait.
On a refermé et on est allé la mettre dans la salle. Sa vie est sauvée. Malheureusement, quand il avait rompu l'utérus, il avait aussi déchiré une partie de l'intestin. Donc, nous avons dû appeler les chirurgiens digestifs qui sont venus nous aider. Et donc, on lui a mis une stomie, donc l'intestin au niveau de la peau. Mais je dois expliquer au mari comment s'est passée l'intervention, ce qu'on a vu, ce que nous avons fait. Le mari est venu me voir le lendemain dans le bureau pour me dire, docteur, mon frère viendra certainement te poser des questions. S'il te plaît, ne lui dis pas ce qui s'est passé. J'ai dit, mais Seigneur, je vais parler à un médecin. Qu'est-ce que je vais dire à un autre collègue médecin? Comment je vais lui expliquer le fait que l'intestin soit là? Il faut que je lui donne une réponse. Je ne peux pas lui mentir, c'est un médecin. Il comprendra. Si encore il n'avait pas touché les intestins, je peux me taire. Parce qu'on a réparé l'utérus et puis tout est OK. Alors, si je vous en parle, c'est parce que ce jour-là, c'est ce que j'ai dit à mes collègues. Finalement, nous craignons les hommes et nous ne craignons pas Dieu. C'est leur couple, c'est votre couple. Vous pensez que les enfants, ils sont nés trop... Leur naissance va être trop rapprochée. Utilisez la contraception. Si vous ne pouvez pas l'utiliser, mettez au monde. Comment moi je vais dire à mon collègue qu'il ne s'est rien passé et que madame a un intestin dehors? Je ne peux pas m'expliquer ça. Mais tout ça parce qu'à l'église, on leur a dit pas de contraception. Et les gens, ils préfèrent aller dans des cabinets pour se faire avorter. Ça veut dire que ça existe dans l'église. Ça existe dans l'église et il faut qu'on en parle. Il y a des méthodes qui existent pour réguler les naissances. Et je préfère qu'on les pratique que de faire des avortements clandestins et qui ont des conséquences vraiment, vraiment néfastes sur la santé. Mais les obstacles à la contraception, c'est ce que je viens de dire, les obstacles socioculturels. Il y a aussi malheureusement les obstacles financiers. Nous sommes une population assez pauvre. Et ça freine, surtout dans nos pays. La relation sexuelle positive est un rapport sain, épanouissant et basé sur le consentement éclairé. Elle implique une communication ouverte, le respect mutuel, l'absence de pression et la recherche d'un plaisir partagé en toute sécurité. Et ceci transforme la sexualité en une expérience de bien-être physique et émotionnel. Parce que la relation sexuelle a des avantages, parmi lesquels la réduction du stress, parmi lesquels l'absence de céphalée, parmi lesquels le renforcement du système immunitaire. Parce que lorsqu'on a des bonnes relations sexuelles, le corps augmente des anticorps. Le corps libère des hormones du bien-être. Mais tout ça doit se faire avec une santé normale et dans des bonnes conditions. Un couple doit éviter d'avoir des rapports sexuels pendant les règles. Parce que pendant ces moments-là, la contamination est très élevée et il y a un risque d'ascension des germes jusqu'au niveau de l'utérus et pourquoi pas vers les autres organes des trompes
on devait se laver avec de l'eau des régions génitales avant et après chaque rapport sexuel. Il faut s'assurer de la bonne hygiène du partenaire avant chaque rapport sexuel. Il faut bien entendu se méfier de certaines pratiques sexuelles qui lèsent les muqueuses. Lorsque nous étions étudiants, il y avait des cours que nous avons mis dans des anomalies qui actuellement deviennent dans le normatif. Là, je parle par exemple de l'homosexualité. En tant qu'étudiant en médecine, nous avons appris homosexualité comme étant une pathologie. C'est-à-dire que quelqu'un qui est homosexuel est déréglé mentalement. Mais aujourd'hui, les mêmes qui nous ont écrit ces livres-là nous disent que c'est normal. On est un peu perdu. Mais après, moi dans ce sens-là, je me dis, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Si eux, ils veulent le faire, ils n'ont qu'à le faire. Mais ce sont des rapports anogénitales, ce n'est pas des bons rapports parce que on prend des microbes qui sont au niveau de l'anus et qu'on a tendance à transporter au niveau du vagin. Et non seulement ça, le sphincter de l'anus perd sa solidité, perd sa fonction. Et ce n'est pas bon pour la santé. L'idéal, c'est d'uriner avant et après chaque rapport sexuel. Ceci, ça permet de chasser tant que possible les quelques germes qui traînent autour. Ne pas laisser courir une lésion, une infection génitale sans contrôle médical. Je l'ai dit tout à l'heure, ne pas s'automédiquer sans avis compétent préalable. Consulter si sensations douloureuses, si brûlures mictionnelles, si dysurie, c'est-à-dire difficulté à uriner, s'il y a un écoulement désagréable, qui est inhabituel, qui est irritant, qui est malodorant, s'il y a des signes d'inflammation de côté local, il y a des rougeurs, il y a des démangeaisons, il y a des boutons, il y a des plaies, il faut consulter. Et même quand on n'est pas malade, l'idéal c'est de consulter un gynécologue au moins 2 fois par année. Il faut consulter aussi, lorsqu'après un rapport sexuel, on a mal à la gorge, il se peut qu'on ait contracté un virus qui va se loger au niveau de la gorge. En somme, la santé génitale, elle n'est pas un sujet tabou, c'est un droit fondamental. Prendre soin de son corps, s'informer, se faire dépister et consulter sans peur, ce sont les clés pour vivre en bonne santé et avoir des relations épanouies et responsables. La prévention et l'éducation restent nos meilleures armes pour briser les stigmates et protéger les générations futures. Je vais vous remercier et j'espère que j'ai suffisamment parlé pour susciter des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, mon frère. Bonsoir. J'aimerais savoir le pH veut dire quoi, la signification. Ok. En fait,
pH, on va dire que c'est un mot savant qui veut dire potentiel d'hydrogène. Ça veut simplement dire, vous voyez, c'est comme une mesure. C'est comme on dit, la température du corps normal est, on va dire, 37. D'accord? Au-delà de 37 degrés, on rentre dans la fièvre. Au-delà de 37 degrés 5, on rentre dans la fièvre. Donc, au niveau du vagin, il y a ce potentiel d'hydrogène qu'on mesure. C'est ça qu'on appelle pH. Et le pH vaginal, il est acide. Donc, il est inférieur à 7. Il y a une acidité au niveau vaginal. Et cette acidité-là, c'est l'équilibre que Dieu a mis en place pour que, quand les microbes viennent pour agresser, ils rentrent dans cette acidité. Vous voyez, un peu comme l'acide, n'importe quel acide, si vous mettez certaines choses, ça brûle. Voilà, c'est fait pour tuer les microbes. Et donc, si on détruit cet équilibre-là, donc de l'acidité, on passe à ce qui est basique, bah, la flore est dérangée et facilement, on peut tomber malade. Ça vous va? Merci. Oui, Madame Dédé. Bonsoir. Nettoyage, si je récapitule un peu ce que vous avez dit. Donc, on n'utilise pas le savon, c'est à l'eau. C'est ça? Maintenant, qu'est-ce que vous conseillez? Votre position, est-ce qu'une femme doit se raser, comme c'est à la mode maintenant, ou ne pas se raser? C'est quoi les avantages et les inconvénients? Et la troisième problématique, c'est au niveau des toilettes à l'extérieur. Donc, moi, j'ai eu cette expérience une fois pendant un voyage, en arrivant à destination, comme j'ai utilisé et les toilettes de l'avion et les toilettes des lieux correspondance, j'ai désinfecté, je me balade avec le produit désinfectant que j'utilise, je prends toutes les précautions, mais ce jour-là, c'était catastrophique. Quand je suis arrivée à destination, il n'y a rien à faire. J'étais obligée d'aller consulter un gynécologue pour pouvoir me conseiller tout ce que vous venez de dire. Et l'autre pratique, c'est aussi dans le produit Citéal, beaucoup utilisé par les femmes. J'ai compris que ce soir que c'est pas tout le temps qu'il faut le faire, donc il faut préserver plutôt l'eau, le nettoyage des mains et le lavage à l'eau. Maintenant, aujourd'hui, il y a des conseils qu'on nous donne, où j'entends au sein de ma famille qu'il faut utiliser de l'eau avec les clous de girofle qu'il faut mettre dans l'eau et utiliser ça pour se nettoyer la partie intime. Est-ce que ça c'est valable ou pas? Voilà mes préoccupations. Merci. Merci beaucoup. Alors, ce que vous avez vécu, c'est ce qu'on venait de dire. C'est un peu ce que j'ai dit, c'est difficile qu'on reste dans ces toilettes dont on prend soin tout le temps soi-même. On est appelé à vivre ensemble à l'extérieur de la maison. Donc l'idéal, c'est de vérifier, de nettoyer, mais bon, quand on ne peut pas, on peut être sujet à s'attraper une infection. Mais après, dès qu'on sent qu'il y a quelque chose d'anormal sur soi, c'est comme j'ai dit, chaque femme doit connaître la quantité de ses pertes et ne pas se mettre à comparer avec sa copine, parce que chacune est unique. Il suffit de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est différent, on consulte. Et les microbes, ils ne sont pas toujours les mêmes. Et même si c'est le même, ils ne réagissent pas de la même façon
aux antibiotiques. C'est pour ça que soi-même, on doit faire ses prélèvements et prendre des médicaments par rapport aux résultats obtenus. Parce qu'il se passe quoi aussi? Moi, j'ai été soignée avec l'amoxicilline et l'acide clavulanique, ça a marché avec moi. Et quand la copine viendra me voir, va me dire, ah tiens, moi, j'ai des démangeaisons. Oh tiens, oh, moi, j'avais pris ça. Ça peut être le même microbe, mais étant donné que ton corps, il est différent, parce que tu as eu à prendre certains médicaments avant, que tu as fait créer des anticorps contre cette molécule-là, tu pourras en prendre des cartons, ça ne marchera pas. D'où il est important de consulter. Ensuite, vous avez parlé de la dernière préoccupation, c'était quoi? Les clous de girofle. Oui, c'est vrai que je n'en ai pas parlé. Les cristaux de menthe, les clous de girofle. Aujourd'hui, sur TikTok, c'est à la mode. Ce sont des vendeurs, des commerçants. Tout comme on parlerait aussi des protèges slip. Ce n'est pas une bonne pratique pour une femme d'avoir des protèges slip tout le temps. Ça ne sert à rien, sinon à détruire l'équilibre. Et même lorsque nous avons nos menstruations, nous utilisons des protections hygiéniques. Remplies ou pas remplies, l'idéal toutes les 4 heures, sinon au plus toutes les 6 heures, c'est de les balayer. Toutes les 6 heures, toutes les 4, il faut les changer. Parce que même si ce n'est pas rempli, mais cette humidité-là, au niveau de la peau, ça ne nous rend pas service. Il y a des femmes, après ces périodes, qui consultent parce que je commence à me gratter, je ne me sens pas bien. Tout simplement parce qu'elle a gardé les protections hygiéniques pendant trop longtemps. Le corps n'a pas besoin des cristaux de menthe. Le corps n'a pas besoin des cristaux de menthe, n'a pas besoin de clous de girofle, n'a pas besoin du citron, n'a pas besoin de je ne sais pas quoi qu'on met encore l'ail ou quoi. Pas besoin. Parce que l'autre raison qu'on donne, c'est que ça raffermit, ça diminue le volume du vagin. C'est faux. C'est faux. Ça va juste détruire la physiologie, détruire la flore microbienne qui est là pour nous protéger. Ça va pour détruire. C'est des vendeurs d'illusions. Nous ne conseillons pas cela. J'ai fait le tour ou pas? Pour se raser, je venais de dire que les poils, Dieu les a créés pour une raison. De la même façon, les sourcils, ils ont à peu près les mêmes rôles. Vous voyez, les sourcils, ils sont là pour protéger les yeux. Quand on transpire, la sueur est déviée pour ne pas aller au niveau de l'œil, déranger l'œil. Pareil pour les poils du pubis. Ils sont là pour dévier la sueur. Voilà. Mais après, par effet de mode ou de confort, on se rase. Parce qu'on a dit que la santé, c'est aussi l'émotion. La santé, ce n'est pas seulement ce qui est physique, que je n'ai pas de maladie, mais émotionnellement, je dois être aussi bien. Et si, moi, pour être bien, j'ai besoin de me raser, je ne vais pas te l'interdire, mais en sachant que quand tu enlèves tes poils, le risque, c'est que la sueur qui a peut-être pris des microbes par ici va les descendre. Ça veut dire qu'il faut que tu sois suffisamment propre avec des slips en coton, ne pas faire la bonne douche, comme on l'a dit tout à l'heure, pour éviter de se contaminer. Merci, maman. Oui, maman. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Ma première question est celle-ci. Vous avez parlé du cancer de l'utérus qui est causé par un virus, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Et je voudrais savoir s'il y a d'autres sources s'il y a d'autres causes
qui sont liées à cette Au maladie. cancer. Et la deuxième question, toujours dans la même direction, vous avez parlé aussi du vaccin. Une fois que vous preniez le vaccin, est-ce que c'est renouvelable? La deuxième question est celle-ci. Vous avez parlé des sous-vêtements en coton. Je voudrais savoir, parce qu'il y a d'autres sous-vêtements en synthétique, mais en bas, il y a un peu du coton, juste en bas là. Est-ce qu'il faut carrément ne pas les porter ou porter uniquement des sous-vêtements tout en coton? Et la troisième question, vous avez parlé du rasage. Vous avez parlé de désinfecter avant et après le rasage. Oui. Je voudrais savoir c'est quel produit qu'on doit utiliser comme désinfectant. Oui. Et la dernière question, vous avez parlé des rapports sexuels qui fait du bien à notre corps, anti-stress, beaucoup de choses. Et je voudrais savoir si c'est en excès. Qu'est-ce que ça peut donner? Comme on dit, tout excès nuit et la gourmandise, c'est pas une bonne chose. Merci. D'accord. Si j'oublie, il faut me rappeler. Hein. On va commencer par le vaccin, par le cancer du col. Le cancer du col de l'utérus, c'est une maladie virale. Il n'y a pas d'autre cause. Ce cancer est dû par le virus qu'on appelle Human Papilloma Virus, HPV. Il existe beaucoup de formes de ce virus-là. Mais il y a deux types qui sont oncogènes, qui donnent le virus, le 16 et le 18. Ce virus, on le contracte par rapport sexuel. C'est pour ça qu'on dit que le cancer du col est une infection sexuellement transmissible. D'accord? On le contracte par rapport sexuel. Et malheureusement, le HPV passe même à travers le préservatif. Donc, les facteurs favorisants, c'est quand on a eu des rapports sexuels à l'excès, trop jeune, trop tôt, et le virus, il reste dans le col, il se développe. Après plusieurs années, son histoire peut aller jusqu'à 20 ans. Et après, il se manifeste. Malheureusement, quand il se manifeste, il est souvent trop tard. Malheureusement. Mais le bonheur, c'est que ce cancer du col, on peut le dépister. On peut découvrir avant qu'il ne se manifeste. D'où chaque femme qui a déjà atteint 25 ans devrait faire le frottis du cancer du col. Donc frottis cervico-utérin pour rechercher la présence du HPV, sinon la présence des cellules que le HPV a transformées. D'accord? Une femme à partir de 25 ans devait faire un frottis une fois. Une année après, un frottis encore. Quand c'est négatif, tous les 3 ans jusqu'à 60 ans. Comme ça, dépister tôt, la prise en charge est bien et on peut vivre longtemps. Le vaccin, ce n'est pas pour toutes les femmes. Le vaccin, c'est pour celles qui n'ont pas encore eu des rapports sexuels. Le vaccin, c'est à prendre autour 9 ans, 10 ans, 11 ans. C'est un vaccin, même chez les hommes, parce que l'HPV peut aussi donner un cancer chez les hommes. On prend une dose, 6 mois après, on prend une deuxième dose et on renouvelle une année après. Donc 3 doses et on n'a pas besoin de renouveler. C'est comme ça que ça se passe. On dit tout excès nuit, mais il n'y a pas un nombre donné que la science demande au couple qui veut être épanoui sexuellement, un nombre donné des rapports sexuels. Non. Chaque couple vit sa sexualité à sa manière. Mais quand vous venez nous consulter pour désir de conception, nous demandons si vous avez minimum 3 rapports sexuels par semaine.
Là, c'est dans le cadre de la fertilité. Maintenant, dans le cadre de l'émotion, épanouissement et émotionnel, il y a pas, la science ne définit pas un nombre. Ensuite, quel produit utiliser pour désinfecter? La désinfection, l'idéal, c'est la chlorhexidine. On va dire, pas l'alcool, hein? On va dire quelque chose comme le Citéal, d'accord? Mais il y a aussi des flacons de chlorhexidine qui sont vendus en pharmacie comme chlorhexidine. D'accord? Ça, c'est bon pour désinfecter. Il n'est pas intéressant d'utiliser tout le temps, les antiseptiques pour se nettoyer. Ça, on l'a déjà dit avec Madame Dédé. À quelle question je n'ai pas répondu? Le sous-vêtement. Non, le sous-vêtement. Le sous-vêtement, vous dites que la partie d'en bas là contient un peu de tissu du coton. La sueur, elle n'est pas en bas d'abord. Hein. La sueur, elle vient jusqu'ici. Si vous faites attention, vous allez vous rendre compte que c'est humide, surtout si vous transpirez beaucoup. Et ça va macérer. Le coton qu'on met là n'est pas suffisant. En tout cas, l'idéal, malheureusement, en termes d'esthétique, ce sont les autres sous-vêtements qui sont plus esthétiques que ceux en coton. Ceux en coton sont pas jolis toujours. Merci beaucoup, docteur. Autre question. Vous n'avez pas trop parlé de tout ce qui est fibrome, myome et autres. Et je suis quand même choquée ce soir d'entendre qu'il existait un vaccin contre le cancer de l'utérus, du col. Et ça veut dire que c'est dès la minorité, avant 11 ans, j'ai jamais su que les mineurs pouvaient consulter un gynécologue pour profiter de ces vaccins. C'est la première fois pour moi d'entendre ça. Et c'est à partir de quand que cela existe? Ça fait longtemps. Tu vois, c'est maintenant ça fait longtemps. Je suis médecin depuis 2006 et déjà à la fac, on en parlait. Donc ça fait longtemps. Le vaccin existe, mais il n'est pas pris en charge par le programme élargi de vaccination. Ça veut dire que c'est vous-même qui l'achetez en pharmacie. Nous prescrivons, vous achetez. Ce n'est pas comme le VAT que le PEV donne gratuitement. C'est là un peu la difficulté parce que le vaccin, je peux me tromper, mais je sais qu'avant, il était autour de 18 000, la dose. Ce qui fait que 18 000, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est le coût financier qui pose souvent problème. Sinon, ça fait longtemps que ce vaccin existe et il est donné à partir de 9 ans. Parce qu'on se dit qu'à partir de 9 ans, la fille n'a pas encore eu des rapports sexuels. Donc, n'a pas été en contact avec le HPV. Merci, c'est une première pour moi. Maintenant les myomes, je n'ai pas parlé des myomes parce que ça ne fait pas trop partie de la santé génitale. Mais le myome, lui, son origine, c'est l'hyperestrogénie. Les femmes ont 2 types d'hormones, l'œstrogène et la progestérone, qui régulent le cycle. Chez certaines personnes, Dieu a donné plus d'estrogène. Et donc, celles qui ont plus d'estrogène développent les myomes. Ce n'est pas un microbe, ce n'est pas un apport exogène, c'est quelque chose qu'elles ont en elles. Et ça fait que les myomes se développent. Et est-ce que c'est vrai que vous avez parlé des contraceptions, des systèmes, il y a d'autres qui disent que quand on commence à prendre ces contraceptifs très jeunes,
ça pose des problèmes de l'utérus avec fibrome et autres. Est-ce que c'est vrai ça? Ce n'est pas vrai. Tout à l'heure, je viens de dire que les estrogènes sont déjà intra. C'est-à-dire on est né avec, mais avec une quantité plus importante que chez d'autres femmes. Et c'est pour ça qu'on développe ces myomes. La contraception, ce que l'homme a fabriqué, a toujours des effets secondaires. On est d'accord. Aujourd'hui, on dit que même prendre un avion a des risques. Que l'avion aille faire un crash et on meurt, mais on prend des avions tous les jours. Le paracétamol, qu'on boit facilement comme des petits bonbons, il y a des gens qui en meurent pour une insuffisance rénale. Parce qu'il a pris du paracétamol et fait indésirable insuffisance rénale. Les contraceptifs ont aussi leurs effets secondaires, mais qui ne surviennent pas toujours chez toutes les femmes. Et si nous sommes là, c'est pour pouvoir canaliser. Il y en a qui n'ont aucun effet. Elles ont pris des contraceptifs même avant la maternité, et quand elles désirent la maternité, elles arrêtent, elles font leur maternité. Quand elles ont fini, elles reprennent, pas de souci. Il y en a, par contre, dès qu'elles commencent une contraception, elles se mettent à beaucoup saigner, ça existe. Et nous sommes obligés d'apporter d'autres médicaments pour arrêter le saignement. Si on n'y parvient pas, on change de méthode contraceptive. En ce qui concerne les règles douloureuses, c'est maintenant répandu, la jeunesse c'est ça, beaucoup de malaise, et j'en connais qui carrément ne travaillent pas pendant 4-5 jours avec des troubles, mais vraiment très poussés. Merci. Les règles douloureuses, il y en a qui sont essentielles, pas de cause. On va faire tous les examens, on ne retrouve rien du tout. Mais dans la famille, la maman ou la grand-mère maternelle, quelqu'un a eu et ça se transmet. C'est une hérédité. Et c'est vrai que l'intensité diffère d'une femme à l'autre. Il y a des règles qui sont secondaires, des règles douloureuses qui sont secondaires. Parce qu'on a eu un accouchement laborieux, il y a eu déchirure de quelque chose, il y a eu des synéchies qui se sont créées, ça fait mal. Il y a une obstruction qui s'est faite au niveau du canal cervical, toutes les règles ne descendent pas, ça reste, il y a une hématométrie qui se forme, ça donne des douleurs. Donc celles-là au moins, on peut les traiter. Et actuellement, ce qui dérange le plus, c'est l'endométriose. Devant une endométriose, c'est la catastrophe en fait. Parce que la douleur est hyper intense, handicapante, et qui ne répond pas aux antalgiques habituels. Même les plus forts d'ailleurs, ils ne répondent pas. Et c'est pour ça que ce sont souvent ces genres de femmes-là qui sont absentes au boulot, absentes à l'école pendant ces périodes. Ou dès qu'elles arrivent à ces périodes-là, c'est tout le monde qui sait qu'elle est dans cette période. Bon, dans nos contrées, c'est un peu difficile. Et même soigner ça aussi, c'est difficile. Parce que l'endométriose donne l'infertilité. Soigner, ça veut dire castrer la personne. Mais souvent, ce sont des femmes qui sont en âge de procréer, qui veulent en même temps procréer. La balance est difficile. Nous n'avons pas de célioscopie. Il n'y en a presque pas. Enfin, c'est rare. Sinon, il y a possibilité d'enlever les endométriomes, et ce qui fait que la vie est améliorée. La condition de vie est améliorée lorsqu'on enlève ces tumeurs-là, parce que ce sont des petites cellules qui vont se placer à quelques endroits de l'utérus ou dans le péritoine. Si on arrive à les enlever, ça s'améliore du côté de la douleur.
Mais sinon, le traitement hormonal, c'est castré. Oui. Mais je ne vois pas les papas poser des questions. Est-ce que... oui. Je voudrais, vous avez parlé de, il n'y a pas de sujet tabou, donc je veux parler du sexe. Et je parle de moi-même. Pendant les rapports sexuels, chemin faisant, j'arrive à un niveau où je me retrouve et j'atteins finalement ma limite. Et à un moment donné, je ne ressens plus aucune envie de continuer. Je voudrais savoir si c'est une anomalie, si c'est une pathologie. Parce que parfois l'autre n'est pas encore au point, mais moi, je dis non, ça va parce que j'ai atteint. Voilà. Merci. Ça ne peut pas être une pathologie. On a dit que chaque personne est unique. Vous êtes unique. Et si votre degré c'est 7, ben c'est 7. Il y a des buveurs, pour se sentir bien, s'il ne prend pas un casier de 12 bouteilles, il n'est pas tranquille. Il y en a qui à 2 bouteilles, c'est suffisant. Il y en a, ils doivent atteindre 2 casiers. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes anormal. Non, vous êtes normal. Maintenant, le problème, c'est que dans votre couple, vous devez communiquer. Parce que votre problème, c'est la communication. Les rapports sexuels, c'est un moment de plaisir partagé. Vous devez faire plaisir et recevoir du plaisir. Donc, vous devez vous aussi faire une concession pour faire plaisir, même si vous n'en avez plus besoin. Merci. Mais ce n'est pas anormal. Merci beaucoup. Oui, c'est un papa. Docteur, voici ma question. Dans le cas, par exemple, des femmes, parce que vous avez plus parlé des femmes ce soir, dans le cas des femmes, elles ont des PV pour pouvoir faire un bilan de leur santé au niveau vaginal, par exemple. Maintenant, chez les hommes, comment est-ce que ça se passe? Par exemple, il y a une période donnée pour les femmes pour aller faire un PV. Mais chez l'homme, quelle est la période ou encore comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir avoir ce bilan de santé afin de pouvoir ne pas avoir des infections? Merci. D'accord. Les femmes, j'ai dit, elles doivent consulter dans l'année au moins 2 fois un gynéco. C'est juste pour voir que tout va bien. Tout comme le dentiste, 2 fois dans l'année, il faut aller voir le dentiste pour s'assurer de la bonne hygiène dentaire. Donc, ce n'est pas faire des PV à tout moment. La femme, elle va faire un PV quand elle se rend compte que ses sécrétions sont différentes. Elles sont abondantes, elles sont mal colorées, elles sont malodorantes, elles font le PV. Pareil pour l'homme. L'homme, les urines deviennent chaudes. Vous pissez, c'est chaud. Vous pissez, vous avez mal. La couleur des urines est anormale, c'est-à-dire du jaune clair, on passe au jaune foncé. Parfois, il y a du pus, parfois un peu de sang. Il faut consulter pour faire l'examen cytobactériologique des urines. D'accord? Maintenant, vous, à partir de 45 ans maintenant, parce que ça devient plus jeune, il faut voir l'urologue. L'urologue, c'est pour voir que la prostate va bien aussi. Donc, on peut faire aussi le dépistage. De la même façon qu'on fait le dépistage du cancer du col, on peut faire le dépistage du cancer de la prostate en allant consulter l'urologue. Mais vous devez faire des examens quand vous sentez qu'il y a quelque chose d'anormal. Vous pissez plus que d'habitude, vous pissez en petite
quantité, plusieurs fois, mais des petites quantités, vous avez mal au niveau du pénis, la couleur des urines a changé, bah, il faut consulter. Oui, docteur. Parlons du nettoyage de la région vaginale. J'aimerais savoir quelle est la bonne méthode. Est-ce que ce serait hygiénique de s'introduire le doigt pour nettoyer à l'intérieur ou carrément non? Le vagin est un organe auto-nettoyant. Il se nettoie tout seul. Ce qu'on nettoie quand on parle d'hygiène intime, c'est la vulve. Donc, les lèvres, les grandes lèvres, les petites lèvres, le clitoris, cette zone-là, le pubis. Le vagin, on ne met pas le doigt dedans. Donc, même quand on a lavé ses mains, là, ce n'est pas pour aller introduire dans le vagin. Non. On nettoie au-dessus, on écarte les lèvres. On finit par l'anus, terminé. C'est ça les bonnes pratiques. Les meilleures, économiques et durables. Je vais poser une question, je crois qui va peut-être aider les papas ici qui ont peut-être honte de se prononcer. Quand j'étais petite, je crois à l'âge de 8 ans, j'ai vu mon oncle qui disait, en fait, qui s'est levé un jour, qui dit, mais ça c'est quoi? Il était en boubou et il a dit, j'ai eu mes règles ou quoi? Donc j'ai jamais compris ça. Et donc je me demande, est-ce que les hommes font des règles? Ça c'est une première question. Et un jour, il y a un autre aussi qui disait, mais ça c'est quoi? Donc il était en train de, dans une conversation, j'ai entendu, donc il disait à son ami que, il saignait, je ne sais pas. Donc qu'est-ce que ça signifie? Pour aider un peu les papas. Les règles, c'est pour les femmes. Parce que les règles, c'est la desquamation de la muqueuse utérine. Les hommes n'ont pas d'utérus. Donc les hommes ne règlent pas. Par contre, les hommes peuvent saigner. Mais s'ils saignent, ils saignent de l'anus. Oui, on peut saigner de l'anus pour plusieurs raisons. Parce qu'on est homosexuel, on a parlé de ça, la sodomie, on s'est blessé, on a lésé le rectum, on va saigner. On peut saigner de l'anus parce qu'on a ces veines hémorroïdaires là qui éclatent et qui font saigner. On peut saigner par rapport aux veines hémorroïdaires, donc la maladie hémorroïdaire. À un certain âge aussi, on peut avoir un cancer du côlon, du rectum. On peut aussi saigner de ce cancer. On peut saigner aussi parce que l'estomac saigne. Et ce sang-là est digéré, il arrive au niveau de l'anus. Mais ce n'est pas des règles. Ça veut dire que si un homme se rend compte qu'il y a du rouge sur lui, il y a du sang, bah, il faut consulter le digestif ou l'urologue. J'ai une dernière question, docteur. Je voudrais que vous nous parliez de la fellation. Est-ce que ce sont des pratiques qui sont normales? Et de la femme aussi vers l'homme, envers l'homme. Merci. Lorsque j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit qu'après rapport sexuel, si on a des douleurs au niveau de la gorge, on devait consulter. Mais ces douleurs viennent d'où? Des fellations, en fait. Quand on a des rapports anaux, vaginaux, oraux. D'accord? Est-ce que c'est normal? Il faut qu'on définisse ce qui est normal. Est-ce que c'est normal? Il y a beaucoup de risques
de prendre des microbes. Je vous dis, il y a des gens qui souffrent du cancer du larynx, du cancer de la gorge, à cause de ces pratiques. D'accord? Je ne sais pas, pasteur, ce que dit la Bible là-dessus. La médecine, elle est ouverte. Pour la médecine, quand chacun se sent bien mentalement dans la chose qu'il est en train de faire, on va te dire fais. C'est pour ça qu'aujourd'hui on dit homosexuels, soyez homosexuels. Femmes entre femmes, soyez ensemble. Est-ce que c'est normal? La médecine dit maintenant que c'est normal. Est-ce pour autant que c'est vraiment normal? La fellation, la médecine, je vous ai dit, pour la médecine, tu te sens bien dedans, fais-le. Mais sache que dans cette fellation, tu as le risque de prendre des microbes et de les emmener là où il ne faut pas. Donc, si tu veux prendre le risque d'avoir le HPV dans la gorge, ben, pratique la fellation, il n'y a pas de souci. Et chez l'homme, la femme vers l'homme, c'est la même chose? La femme vers l'homme. Mais quand je parle de cancer de la gorge, là, je n'ai pas dit c'est pour la femme, pour l'homme, hein. Pour les deux. Les deux ont le même risque. C'est les mêmes risques. Et vous voyez, il se peut que je prends par exemple le virus du sida. D'accord? Si on fait des rapports qui restent vaginaux et péniens, s'il n'y a pas de plaie, il arrive qu'il n'y ait pas eu contamination. Mais avec la fellation, il y a eu des petites plaies. Quand on s'est brossé les dents, il y a une gencive qui était un peu déchirée. Ben, ce qu'on a évité en bas, on l'a attrapé en haut. Mais la vie est un choix. Il y a un papa. Merci beaucoup, docteur. En fait, ma question est celle-ci. Tout à l'heure, vous avez parlé que lorsque la femme nettoie le vagin, qu'il est interdit de mettre le doigt. En fait, j'aimerais savoir, est-ce que lors des relations intimes entre l'homme et la femme, est-ce que c'est autorisé de pouvoir introduire la main dans le corps de la femme? Vous voyez, tout à l'heure, on a dit que c'était quand même important de se rendre compte que l'autre partenaire est aussi propre avant les rapports sexuels. C'est important. L'idéal, c'est de ne pas mettre les doigts. L'idéal. Parce que nos doigts, vous voyez, les ongles ont des microbes. Si on prenait les microscopes et qu'on venait mettre ici, on va se rendre compte qu'on a plein de microbes qu'on va laisser là-bas. D'accord? On va dire quoi? Il y a le clitoris qu'on va aller tenir pour stimuler, mais le clitoris est à l'extérieur du vagin. Donc, l'idéal, c'est de ne pas apporter les microbes à l'intérieur. L'idéal, c'est celui-là. Maintenant, si votre pratique veut que ça soit ainsi, assurez-vous que vous avez nettoyé, mais tout en sachant que vous pouvez aller détruire, enlever la flore microbienne qui est là, vous allez la perturber. Vous allez la perturber forcément. Le vagin se nettoie tout seul. Et même le sperme qui va à l'intérieur finit par descendre par effet de la pesanteur. Tout fruit tombe. Donc tout ce qui est à l'intérieur descend toujours. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, docteur. Alléluia. Merci infiniment.
Merci infiniment pour ces moments bénéfiques. Et que le Dieu qui arrose vous arrose fortement dans le nom de Jésus. Je ne vais pas prendre du temps. La seule chose que je voulais dire à tous, c'est que le Seigneur, Dieu est un Dieu d'ordre.